Bien, bonsoir à tous. Nous pouvons commencer parce que notre cloche habituelle nous l'indique et 8 heures vient de sonner. Les cloches de l'église, Madame le maire. Alors, bienvenue à Jacques Gaudin qui nous rejoint dans ce cercle du conseil municipal de Saint-Barthélemy d'Anjou, à la place d'un démissionnaire, M. Tessier. Et vous étiez pour l'équipe Saint-Par Dynamique en 9e position. Donc il y a eu des refus d'intégrer le conseil. C'est Mme Estelle Monard, Guillaume Armand et Mme Elisabeth Rossignol qui ne nous ont pas rejoints. Donc vous prenez la place à la suite. Voilà. Je vais faire l'appel. Alors, Dominique Bréjon présent, Agnès Tinchon présente, Thierry Tastard présent, Isabelle Bayon-Littard absente en début de séance me donne pouvoir, Jean-Luc Martin présent, Daniel Vicente présent, Johan Chariot absent donne pouvoir à M. Vicente, Christelle Bertron présente, Martine Laurando absente donne pouvoir à M. Patrice Barbeau, Jean-Noël Jubot présent, Thierry de Roquefeuille présent, Anita Lemeur présente, Laurence Bourreau présente, Marie-Laure Gabard présente, Nathalie Traîneau présente, Stéphane Lefebvre présent, Nicolas Childebrand présent, Yvain Billonnet absent, donne pouvoir à M. Tastard, Madame Menot présente, Céline Muraille présente, Patrice Barbeau présent, Isabelle Rimbaud présente, Nathalie Hersan présente, Laurent Daniel présent, Didier Dohain absent, donne pouvoir à Madame Isabelle Rimbaud, Bernard Blin présent, Christine Hu présente, Jacques-Pierre Dillemarquand présent et Jacques Gaudin présent. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril 2017. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, on passe à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, la secrétaire de séance, puisque ça sera là ce soir, ça sera Madame Hu, qui, pour l'instant, comme M. Gaudin venait d'arriver, en principe, c'était à votre tour. Mais on va faire la prochaine fois. Donc, tenez-vous prêts pour la prochaine fois. Bien. Alors, nous allons commencer ce conseil par un dossier en exergue. Je pense qu'il était important et intéressant de voir ce qu'était le projet du centre social du village Pierre Rabhi, qu'il soit non pas simplement à la connaissance du village et de son conseil d'administration, mais bien de l'ensemble des élus. Il y a, entre autres, un travail de fond qui a été fait par divers collectifs. Donc c'est vraiment l'émanation d'une réflexion des usagers et des Bartholoméens. Donc il était intéressant d'arriver à le voir, ce projet, en conseil municipal. Et pour cela, je vais laisser la parole à M. Martin. Merci. Bien, bonsoir. Alors, effectivement, pour le village Pierre Rabhi, les années 2016 et 2017 sont 2 années charnières, avec effectivement le changement de directeur au début de l'année 2016 et la préparation d'un nouveau projet de centre social. Alors, je rappelle qu'administrativement, le CCS et le centre social sont réunis dans une même entité administrative. Le centre social est donc, dans notre commune, une structure communale, alors que dans d'autres communes, la majorité, il est associatif. C'est un choix politique que nous avions fait en 2006. Alors, de fait, tous les 4 ans, pour obtenir l'agrément de la CAF et les financements qui vont avec, nous devons, en partant d'une analyse critique du précédent projet, actualiser et ajuster les objectifs et les actions concrètes pour répondre au plus près des attentes et des besoins des Bartholoméens, selon une méthodologie que nous allons voir tout à l'heure, qui répond aux exigences de la CAF.
Le nouveau directeur, Bruno Parron, ayant pris ses fonctions en février 2016, la CAF a accepté de prolonger d'1 an notre agrément qui expirait normalement fin 2016. L'enjeu est donc aujourd'hui le renouvellement de l'agrément pour les 4 années à venir, 2018-2021. Du point de vue financier, avec une part fixe qui est liée à l'agrément et une part variable qui est liée aux activités, le financement annuel de la CAF s'élève environ à 100 000 €, ce qui représente environ 10% du budget du village Pierre-Rabhi. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la phase finale. La copie doit être rendue à la CAF mi-juin exactement. Et après une période d'échange avec nos interlocuteurs directs de la CAF, notre projet sera soumis pour approbation à la commission d'agrément de la CAF début novembre. Et nous aurons donc une réponse avant la fin de l'année de façon à pouvoir dérouler ce projet sur les 4 années 2018-2021. Alors l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner à voir un aperçu de la démarche conduite depuis plusieurs mois dans le cadre du renouvellement du projet de centre social. Je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne notamment les actions que vous verrez tout à l'heure, car d'une part, elles ont déjà été exposées au cours d'une réunion publique et que d'autre part, cela prendrait un petit peu trop de temps. Mais en revanche, ce qui me paraît essentiel que vous connaissiez, c'est de bien comprendre la démarche et la méthode mise en œuvre qui est avant tout participative. Alors avant de parler du projet, proprement dit, il est intéressant de rappeler quelles sont les 6 grandes missions d'un centre social, missions dites institutionnelles telles que définies par la CAF. Alors ces missions, on les a sous les yeux. Vous avez la mission proximité. Donc le centre social doit être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Ça, c'est vraiment un axe fort. Et comme justement dans d'autres communes, nous avons un CCAS qui englobe le centre social, la CAF nous avait recommandé déjà il y a quelque temps de donner une identité forte à notre centre social, donc inclus dans le CCAS. Et c'est la raison pour laquelle vous avez bien en mémoire qu'au mois d'octobre 2015, nous avons fait parrainer donc, le CCAS par Pierre-Rabhi. Deuxième mission, la mission animation vie sociale. Donc le centre social doit donc être bien un lieu d'animation qui permette aux habitants d'exprimer, de concevoir, de réaliser leurs projets. Troisième mission, la mission accueil, c'est une fonction essentielle. Si vous allez au village Pierre-Rabhi, vous verrez que continuellement, dans le hall, il y a des personnes qui rentrent, qui sortent, qui sont accueillies avec des possibilités de rencontres, des ordinateurs qui sont mis à leur disposition. C'est tout un lieu d'accueil. Et il est important, effectivement, que les personnes soient accueillies et écoutées, que ce soit les habitants, les usagers, les familles, les associations et les groupes informels. La mission publique fragilisée, cela, je dirais d'une certaine, va de soi, mais ça va mieux en le disant et surtout en le faisant. Il s'agit bien d'assurer une attention particulière aux familles et au public fragilisé en proposant un accompagnement adapté. Alors bien sûr, pour cela, il nous faut des personnels. Nous avons fort heureusement des personnels, des animateurs, des assistantes sociales, des conseillères en économie sociale et familiale. Je mets tout cela au féminin, parce qu'à part les animateurs, il y a des animatrices, mais tout le reste du personnel est féminin. Donc toutes ces personnes, ces professionnels sont bien sûr qualifiés et formés pour l'accompagnement, l'écoute et l'insertion. D'autre part, par rapport justement à cette mission publique fragilisée, nous disposons de 2 ateliers d'insertion. Un atelier qui sont donc en capacité d'accueillir des personnes qui sont un petit peu marginalisées. Un certain nombre bénéficient du RSA, c'est une des conditions imposées par le conseil départemental pour avoir notamment les financements du conseil départemental. Donc ces 2 ateliers d'insertion, vous les connaissez probablement, il s'agit de l'étape et du point soleil. Autre mission intervention sociale adaptée et concertation, sur la terminologie de la CAF. Là, il s'agit effectivement de développer sur le territoire des interventions adaptées aux besoins et d'organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs du territoire.
Ce qui suppose, mais ça nous le faisons déjà, et bien sûr il faut continuellement le développer, un partenariat avec notamment le conseil départemental, la CAF bien sûr, la mission locale angevine, le CLIC, le centre local j'ai un trou. Enfin bref, il s'occupe de la gérontologie, le CLIC. La maison départementale des solidarités, et nous avons également des partenariats avec certaines associations comme l'ADAPEI 49, l'Association des paralysés de France, la résidence Bonheur et bien d'autres. Je ne vais pas être exhaustif dans ma présentation, mais vous dire aussi que nous avons aussi des permanences d'associations qui régulièrement donc accueillent des personnes de Saint-Barthélemy ou d'autres communes. Et je citerai notamment le CIDEF, qui est en fait un centre qui donne des permanences pour accueillir les femmes et les familles pour le respect de leurs droits. Nous avons Croix d'Or Alcool Assistance. Nous avons également l'Association française des centres consultation conjugale. Et nous avons le relais G2A, qui est une émanation du conseil départemental et qui accueille les gens du voyage. Dernière mission générale des centres sociaux, et elle est tout à fait essentielle, puisque ça va être d'ailleurs un des sujets dont on va parler ce soir, c'est la mise en œuvre d'une organisation et d'un plan d'action qui vise à développer la participation et la prise de responsabilité par les usagers, les habitants et les bénévoles. Et ça, si vous voulez, nous concrètement, ça se traduit par des collectifs. Alors les collectifs, on va les présenter tout à l'heure dans le schéma d'organisation. Alors, voyons maintenant donc, le schéma d'organisation, si vous voulez. Alors, donc, il s'agit du schéma de la participation des habitants, un schéma d'organisation pour favoriser la participation des habitants. Donc, en fait, vous voyez que c'est coloré, c'est vivant, il y a du mouvement. Disons que les pièces maîtresses du dispositif, c'est un schéma, sont les collectifs. Il y en a 5. Bon, vous les identifiez, aînés, handicap, jeunesse, parenté famille et vie associative. Alors les collectifs, en fait, on peut les assimiler à des laboratoires qui font émerger des idées concrètes qui correspondent bien sûr aux attentes et aux besoins. Le collectif réunit un certain nombre de personnes dont je parlais tout à l'heure, et le collectif a vocation à avoir une réflexion partagée avec des échanges et proposer des actions. Alors qu'est-ce qu'un collectif ? Eh bien, un collectif réunit essentiellement des habitants. Leur présence, bien sûr, est très importante, mais aussi des partenaires professionnels ou associatifs, selon le collectif. Ils sont accompagnés, bien sûr, par des professionnels du village Pierre Rabhi, selon la thématique, et pour certains, par des élus. Chaque collectif a désigné un référent avec un suppléant. Et pour que les collectifs, dans le cadre de cette démarche de projet, puissent travailler utilement, il y a eu un diagnostic préalable du précédent projet, un diagnostic critique, on peut dire, du précédent projet, et de la situation sociale de la commune. Tout cela a été réalisé par une stagiaire qui est encore là pour une durée de 7 mois, qui a débuté au mois de novembre et qui termine bientôt son stage. Et de plus, pour le collectif jeunesse, aînés, parenté, famille, il y a eu des questionnaires qui ont été préalablement adressés au public cible. Alors pour harmoniser l'ensemble et permettre des échanges entre collectifs, parce que c'est aussi le but, toutes ces flèches, ça montre bien que tout cela ne doit pas être cloisonné, eh bien, il y a un comité de pilotage, il est au centre, ce n'est pas par hasard. Et ce comité de pilotage, il est garant de la cohérence du projet. Il a vocation à définir les axes prioritaires et à évaluer l'état d'avancement du projet. Alors ce comité de pilotage, je le préside, il est composé des élus du social, à savoir Martine Laurando, conseillère déléguée au handicap, aux aînés à l'intergénération, par Marie-Laure Gabard, qui est conseillère déléguée à la famille, à la jeunesse et à la vie associative. Il est également composé des 5 référents de chaque collectif, dont j'ai parlé tout à l'heure, de Bruno Baron, le directeur, de Stéphanie Bois, qui est la responsable du centre social. Et il est aussi composé
Alors ça, c'est une originalité sur la commune, c'est un choix de 2 représentants de la CAF qui sont en fait nos interlocuteurs directs, en permanence, je dirais, du centre social. Alors pourquoi ce choix? C'est un choix stratégique. La CAF a accepté de jouer un peu ce rôle. Il faut savoir que la CAF est quand même notre tuteur administratif. Donc c'est eux qui vont nous délivrer l'agrément, bien sûr. Et c'est eux qui vont valider les projets et nous accorder le financement. Pour autant, ils ont accepté d'être partenaires du projet en amont. En faisant partie du comité de pilotage, quelque part, à la fois pour eux, c'est gagnant-gagnant, si vous voulez. Pour eux, c'est une garantie que notre projet est conforme à leurs attentes en termes de structuration, d'éthique et des grandes orientations, disons, politiques. Et pour nous, bien sûr, on est sûr de ne pas dériver, puisqu'on aura en permanence 2 responsables de la CAF qui sont présents et qui, en quelque sorte, nous rappelleront à l'ordre si vraiment nous étions en dehors des clous. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors à gauche, sur ce schéma-là, bon, alors il y a des... C'est pas moi qui l'ai fait le schéma, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, mais enfin, vous voyez, il y a l'éphémère à droite et il y a la politique durable formelle à gauche. En clair, si vous voulez, sur toute la durée du mandat, bien sûr, comme l'évoquait le maire tout à l'heure, il y a un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, lui, son rôle, c'est de valider le projet, hein, d'une part, et puis d'attribuer les moyens, notamment les moyens budgétaires, en fonction donc du budget qui est disponible pour le village Pierre-Rabhi. Alors ce conseil d'administration, en fait, il est composé d'élus, le maire en étant le président, moi-même j'en suis le vice-président. Il est composé de représentants d'associations et de bénévoles qui sont en fait désignés par le maire en début de mandat. Alors comme vous le voyez, hein, c'est notre choix et notre volonté politique sont donc bien d'associer les habitants à l'élaboration, à la mise en œuvre du projet. Et cela s'est traduit concrètement depuis quelques mois par 26 réunions, dont l'une a réuni tous les collectifs de façon à faire la synthèse du travail fait par les collectifs, et une autre réunion de synthèse celle-ci elle est assez récente, hein, elle était ouverte à tous les habitants. Ça a permis effectivement à des gens de venir, à des habitants de venir s'associer à la démarche. Alors le résultat de tout ce travail collectif, il est extrêmement riche. Hein. Chaque collectif a défini des axes thématiques avec des objectifs. Et pour chaque objectif, comme vous le verrez, ont été mis en évidence les actions existantes, parce que bien sûr, on ne part pas de rien, hein, heureusement d'ailleurs. Il y a eu un précédent projet. Et puis, il est mis aussi en évidence, donc ça sont les propositions, hein, les pistes de réflexion des collectifs, donc des actions à mettre en place. On peut passer, si vous voulez, voilà un schéma général. Hein. Mais ce que je veux quand même dire, c'est qu'à ce stade, hein, les actions qui sont à mettre en place, qu'on va voir tout à l'heure, qu'on ne va pas détailler d'ailleurs, ce sont en fait plutôt des pistes de réflexion, hein, car aujourd'hui, les priorités ne sont pas encore définies. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mise en œuvre opérationnelle des objectifs et des actions sera faite. On peut peut-être revenir au précédent schéma, si vous voulez bien. J'étais un peu trop vite. Voilà, vous voyez sur la droite, tous ces petits ronds, la grille avec GA, ça veut dire groupe d'action. En fait, l'idée, c'est qu'auparavant, dans le précédent projet, il y avait des collectifs qui faisaient à la fois de la réflexion et de l'action. Et là, on a bien voulu dissocier, si vous voulez, le collectif qui en soi est bien vraiment un laboratoire où on réfléchit, on imagine ce qui pourrait être fait en fonction des besoins, et le groupe action qui s'empare en quelque sorte d'une action pour la mettre en œuvre de façon opérationnelle. Ce qui veut dire concrètement, c'est que les groupes d'action seront composés, il peut y avoir des membres des collectifs qui fassent partie du groupe d'action, mais pas forcément, il peut y avoir des habitants qui s'insèrent dans un groupe d'action sans forcément faire partie d'un collectif. Voilà, donc c'est la différence entre les groupes actions. Alors les groupes actions, ils sont éphémères, puisqu'une fois que l'action a été conduite, il disparaît au profit d'un autre groupe, ou tout simplement, il a fini sa mission, si je puis dire. Alors on va revenir, si vous voulez, au schéma général. Bon, alors là c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, si je vous donne un aperçu, je vous donne à voir un petit peu sur le
le travail, le fruit du travail, qui n'est pas terminé, mais enfin qui est quand même déjà bien élaboré et qui va constituer un peu l'ossature du projet, qui sera rédigé par le directeur et qui va être présenté à la CAV donc, au mois de juin, et sur lequel on pourra discuter, et qui sera validé donc, au mois de novembre. Alors vous voyez donc que les 5 collectifs ont défini des axes thématiques, sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Et puis il y a des... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a mis à part un petit peu, on a mis en exergue des axes transversaux. Alors, pourquoi des axes transversaux? C'est tout simplement parce que dans chaque collectif, vous allez voir qu'on retrouve des thématiques générales, comme la communication, c'est bien connu. Donc, en quelque sorte, c'est important, ça veut dire que chaque collectif doit avoir à l'esprit que ces axes transversaux doivent être pris en considération dans leur réflexion. Alors, il y a la communication, l'intergénération, parce qu'avant, dans l'ancien projet, il y avait un collectif intergénération. Tout compte fait, cloisonner l'intergénération, ce n'était pas forcément une bonne chose. On a considéré que l'intergénération, qui est un sujet d'ailleurs sur lequel on va essayer de travailler à l'avenir, il valait mieux le mettre comme un axe transversal. Lutte contre l'isolement et la solitude, là aussi, il se fait des choses, mais ce n'est pas l'apanage d'un seul collectif. Et puis, 4e axe transversal, échange de services entre les habitants. Alors, on va passer en revue, un peu rapidement, si vous voulez bien, chaque collectif avec donc les axes thématiques et les objectifs. Donc, alors les axes thématiques, on va les revoir tout à l'heure, donc on peut passer peut-être là après. Voilà, 4 axes thématiques pour le collectif jeunesse, en premier lieu. Premier axe thématique, la communication, c'est donc en fait un axe transversal en soi, mais bon, la jeunesse a mis en évidence cet axe. Donc il s'agit donc de développer l'information en direction des jeunes. Je dirais simplement ce qui est je dirais simplement ce qu'il y a à considérer. Oui, par exemple, on va prendre un exemple s'il est sur chaque axe. Par exemple, les jeunes ont souhaité qu'il y ait une information sur la santé à travers un espace santé qui leur est propre, avec des thématiques qui concernent les jeunes. Les problèmes que rencontrent les jeunes, la sexualité, bien d'autres sujets, avec des professionnels, type planning familial. Ça, c'est un besoin qui a été exprimé. Alors après, il y aura peut-être il faut qu'on voit comment mettre ça en œuvre. Deuxième axe, l'autonomie. Alors ça, c'est très important pour les jeunes, développer l'autonomie. C'est d'ailleurs, c'est tout à fait dans la philosophie de l'annexe donc de la jeunesse et du village Pierre-Rabhi et de Pierre-Rabhi lui-même d'ailleurs. Donc, alors vous voyez, les objectifs, créer un lieu, des moments adaptés à la demande des jeunes, mettre en place des activités pour et par les jeunes en semi-autonomie. Alors ce n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il existe déjà une annexe, un espace ado, les jeunes sont accompagnés à leur projet, il y a des trocs-tontants, il y a plein de choses qui se font déjà pour que les jeunes se prennent en charge et développent leur projet avec un certain degré d'autonomie. Pour autant, vous voyez, là, ils sont quand même assez engagés, puisqu'ils ont proposé, entre autres, des journées de travaux pratiques pour apprendre à se débrouiller tout seul. Cuisine, lessive, repassage. C'est pas mal comme idée. Voilà. Une autre chose qui est intéressante, c'est que... Alors, c'est intéressant, c'est un vœu. Ils souhaiteraient disposer d'un espace pour se retrouver avec une gestion autonome. En particulier, il s'engagera à faire le ménage. C'est la moindre des choses, vous me direz. Axe 3. Accessibilité. Alors là, si vous voulez, c'est une idée. Ils souhaiteraient, pour favoriser l'accessibilité des jeunes aux différents services, qu'il y ait une carte jeune Saint-Barth, pour avoir des réductions sur les différents services. Mais je crois que ça existe déjà, sans doute. Mais ça mérite peut-être d'être considéré et développé. Axe 4, accompagnement à la scolarité. Alors, mettre en place un accompagnement scolaire pour les lycéens et davantage. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il existe déjà un accompagnement à la scolarité au village Pierre-Rabhi pour les collégiens et le primaire. Mais là, les jeunes, puisque là, on est dans les 12-18, souhaiteraient qu'il y ait ce qu'ils appellent des échanges de savoir, des cours de soutien le soir. Bon, ça part d'une bonne idée de générosité entre eux, c'est à voir comment on pourrait mettre ça en œuvre. Bon, tout ça, vous voyez que c'est de la réflexion, ce sont des pistes de réflexion, et il va falloir aller un petit peu plus loin pour mettre ça en œuvre. Alors, passons au collectif parentalité famille. Là, il y a 4 axes thématiques. Communication à proximité, on va le retrouver. Lien social,
monoparentalité et cadre de vie. Communication et proximité, eh bien là, il y a une demande d'information vers les familles sur toutes les actions familles du territoire. Alors là, ce qui est intéressant, mais ça on en a déjà parlé d'ailleurs avec le service éducation, enfance et sport, on a déjà des réunions de travail dans le cadre de la transversalité, c'est qu'il serait souhaité, il est souhaitable en plus, d'élaborer un support de communication globale à destination des familles, de façon à ce que les familles aient une vue d'ensemble de tout ce qui est proposé pour les enfants du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence et plus loin éventuellement. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire de toute façon, hein. Mais ça répond vraiment à un besoin, c'est bien que ce soit quand même exprimé par le collectif. Alors, d'autre part, vous voyez qu'en termes d'information, ils font preuve d'originalité, puisque les propositions de support type triporteur, kakemono, vous savez ce que c'est qu'un kakemono, c'est quelque chose qui se déroule comme ça, hein. Bloc forum, des stands de sortie des écoles, donc ça c'est à voir. Axe 2, lien social. L'idée c'est surtout de favoriser la rencontre entre les parents. Il y a déjà des choses qui se font dans l'espace famille, mais il faut peut-être faire encore plus, notamment à l'extérieur, parce que aujourd'hui, l'espace famille est concentré au village Pérabi. Alors peut-être qu'il faut, disons, externaliser un petit peu ce qui se fait, hein, faire ça à l'extérieur, dans des lieux. Hein. Mettre en place des échanges de savoir, l'accompagnement à scolarité, mais apparemment, l'idée serait de développer un parrainage intergénérationnel. Et puis il y a aussi l'idée de favoriser le lien social par l'intermédiaire du jeu. Axe 3, alors ça c'est un axe qui est tout à fait essentiel, qui répond, je dirais malheureusement, à un besoin réel, c'est la monoparentalité, hein, qui est présente aujourd'hui, on le voit au travers des commissions d'aide, au travers de toute l'action sociale, mais il est important de considérer justement qu'il y a un besoin, notamment pour faciliter l'accès au mode de garde pour les familles monoparentales. Donc il existe des choses, mais ce qui est à mettre en place, ce sont peut-être des moyens de garde plus faciles d'accès, notamment financièrement. Hein. Et puis, tout simplement, développer la communication sur les modes de garde qui existent, hein, de façon à ce que ça soit plus accessible et mieux connu surtout. Axe 4, cadre de vie. Alors là, en fait, ce sont des objectifs, mais qui sont déjà pris en considération, notamment par des commissions municipales et extra-municipales. Donc l'idée, les actions à mettre en place, ce serait plutôt de relayer les besoins vers les instances qui existent déjà, hein, et puis d'orienter les familles pour justement participer à ces instances, de façon à ce que le lien soit fait entre les besoins exprimés et les commissions qui peuvent agir en ce sens. Parce que, proposer des jeux dans les quartiers, veiller à la propreté des parcs, ce sont des objectifs, et veiller à la sécurité automobile aux alentours des écoles. Alors maintenant, le collectif des aînés, alors là, c'est le plus prolixe. Hein. Les aînés réfléchissent beaucoup, ils ont du temps. Je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est normal. Ils sont en plus, c'est un collectif quand même qui a une certaine ancienneté, qui fonctionne très bien, qui attire du monde, et ils sont très productifs. Alors bien sûr, la thématique du logement, elle est prépondérante. Hein. Ils sont soucieux... notamment de rester le plus longtemps possible, hein, dans leur logement. Ça, c'est une problématique générale et nationale, hein, qu'il faut prendre en compte. Hein. Accompagner les changements de logement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Ils veulent, bien sûr... Alors là, il y a des tas d'actions à mettre en place. Hein. Il y aura notamment, on en a déjà parlé, hein, une conférence le 13 octobre au THV, justement, sur toute la réflexion sur le vieillissement, sur les thématiques du vieillissement, avec Daniel Reger, qui est un conférencier qui nous vient du Havre, hein, qui est un chercheur au CNRS, et il y aura une rencontre avec le collectif des aînés, justement, pour aborder cela et réfléchir concrètement à des solutions, puisque lui a une expérience, il a non seulement... C'est un chercheur, mais aussi c'est un praticien. Donc, et puis évidemment, l'idée, c'est d'organiser notamment, on pourra le faire, ça, une rencontre entre le collectif des aînés et la commission extra-municipale sur l'habitat intermédiaire, de façon à ce que, c'est déjà pris en compte, mais on peut peut-être encore cerner davantage le besoin, de façon à ce que le projet d'habitat intermédiaire soit bien pris en considération. Axe 2, lien social. Alors, créer du lien entre les retraités, ça, évidemment, c'est tout à fait essentiel. Mais ce qui est surtout important comme objectif, c'est de repérer les personnes isolées et de permettre à ceux qui sont, en souffrance de solitude, de fréquenter des animations proposées. Alors,
c'est vrai qu'il existe déjà beaucoup de choses, mais manifestement, il faut être soucieux de développer davantage l'information de façon à ce que les activités existantes soient mieux connues et qu'il y ait vraiment un développement de l'information, parce que c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des tas de possibilités qui sont proposées. Alors effectivement, il faut aller vers le... Vous me direz, ils peuvent venir, mais la réalité, c'est qu'il faut aller vers certaines personnes pour les attirer et leur faire toucher du doigt qu'il y a effectivement la possibilité de créer du lien social par rapport à des actions, et notamment il y a des associations bartholomènes qui proposent déjà des actions très intéressantes pour tout le monde. Axe 3, la santé. Alors ça, évidemment, c'est une thématique importante. Bon, il y a un forum santé déjà tous les 3-4 ans. Là, en fait, ce que voudraient les aînés, enfin ce qu'ils ont exprimé comme besoin, c'est qu'il y ait une semaine santé-hygiène avec des conférences et des ateliers. Bon, alors ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a déjà des choses qui se sont faites dans le cadre de la Semaine Bleue, notamment avec l'Office bartholoméen des sports. Et d'ores et déjà, là, nous avons un projet en mars 2018. Je peux vous dire qu'il y aura des ateliers mémoire qui vont être mis en place. C'est important pour les aînés, c'est important pour tout le monde, mais enfin, je pense qu'arrivé à un certain âge, on a peut-être besoin davantage d'entretenir sa mémoire. C'est un partenariat avec l'IRSA, l'Institut régional de la santé. Donc, nous aurons des ateliers mémoire en mars 2018. Axe 4, la communication. Bon, ça, c'est un thème transversal. Je crois qu'effectivement, une des idées, ce serait peut-être de renforcer le lien, peut-être tout simplement de créer un lien entre le collectif des aînés et le service communication pour que les besoins soient bien exprimés et peut-être mieux encore pris en compte par le service communication qui est déjà, il faut le reconnaître, bien à l'écoute de tous les habitants, toutes tendances confondues, si je puis dire. Axe 5, la mobilité. Alors évidemment, c'est important pour certains aînés. Il existe déjà un transport, ce qu'on appelle le transport solidaire, en fait. Il est déjà mis en place sur la commune, mais de façon limitée, puisque, en fait, il s'agit d'un transport solidaire le mardi matin pour permettre à des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, donc avec le bus, le minibus plus exactement, d'aller au marché le mardi matin avec, bien sûr, un aller-retour. Mais on a conscience aujourd'hui, ça a été exprimé comme besoin, qu'il faut faire davantage. Et comme ça se fait dans d'autres communes, il peut y avoir des bénévoles qui, avec leur véhicule, moyennant une certaine rétribution forfaitaire, puissent transporter des personnes âgées pour aller faire des courses, aller chez le médecin, chez le pharmacien. Enfin, il y a un besoin qui a été exprimé. Et là, pas plus tard que cet après-midi, là, avec le CLIC, on a fait un inventaire là, de tout ce qui se fait dans les communes de l'agglo. Et on s'aperçoit que dans chaque commune, il y a du transport solidaire. Et sur Saint-Barthélemy, manifestement, il faut le développer. Axe 6, accès à la culture. Axe 6, pardon. Accès à la culture et aux nouvelles technologies. Bon, c'est vrai que pour les nouvelles technologies, ça peut être un problème. Certes, il existe déjà des ordinateurs mis à disposition dans l'espace accueil du village Pirabi. Alors l'idée, ce serait d'organiser des temps d'information, de conseils, de prévention sur l'utilisation d'Internet, ne serait-ce que pour l'achat d'un ordinateur. Et élaborer un carnet d'adresses proposant des cours d'initiation à l'informatique. Alors, sachant qu'il existe déjà, notamment l'Amicale laïque, donne des cours d'informatique. Donc, il ne faut pas non plus... il faut tenir compte de l'existant avant de mettre en place des actions nouvelles. Mais enfin, voilà, si vous voulez, un axe thématique est quand même assez important à prendre en considération. Axe 7, soutien aux aidants. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, j'allais dire, de préoccupant. Malheureusement, vous savez qu'il y a des personnes qui de plus en plus sont en proximité, je dirais, au quotidien avec des personnes dépendantes, avec un degré plus ou moins important. Et c'est vrai qu'être aidant, c'est quand même quelque chose de lourd, et il est important d'aider les aidants. Alors, certes, on a la chance d'avoir le CLIC, mais il faut qu'on développe encore ce partenariat. Et ce qui est demandé, c'est qu'il y ait effectivement de plus de coopération avec les structures existantes. Enfin, ce sont les actions à mettre en place. Il y a déjà eu des conférences, mais il y a eu une conférence au THV l'année dernière qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès, qui est d'ailleurs proposée par le CLIC, et avec une mutuelle, justement sur les aidants, parce qu'il faut... Comme on dit, il faut aider les aidants pour qu'ils s'épuisent pas, en fait, en clair. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un CLIC
étoffé, structuré, de proximité, puisque le siège du CLIC de Loire-Loire, CLIC de Loire-Loire réunit 12 communes, hein, 12 communes de l'agglo, hein, de l'Est, y compris Loire-Othion. Hein. Alors c'est d'autant plus facile de développer le partenariat avec le CLIC. Là, on a bon espoir de faire quelque chose d'intéressant. C'est que la présidente du CLIC est membre de notre conseil d'administration. Moi-même, je suis membre du bureau du CLIC. Donc je pense qu'on peut travailler facilement avec le CLIC et donc apporter encore plus de soutien aux aidants. Collectif vie associative. Je vous rassure, il n'y a plus que 2 collectifs, hein, si vous avez bien compté. Il y en a 5. Voilà. Mais il faut bien quand même que je parle un peu. Hein. C'est pas souvent qu'on parle du social, hein, au conseil municipal. Ah, le CLIC. Alors, merci. J'ai eu un trou tout à l'heure. Le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination pour la gérontologie. Voilà, ça c'est par là. Voilà. C'est vrai qu'information et coordination, c'est vraiment ce que fait le CLIC au quotidien. Axe thématique, donc, du collectif vie associative. Alors ça, c'est un collectif là, qui renaît un peu, hein, et il est très important parce que... Et en plus, il est vivant, si je puis dire. J'ai eu l'occasion d'assister à une... Tous les autres sont vivants, mais celui-là est d'autant plus vivant qu'il y a des choses à faire. La thématique, c'est vraiment le bénévolat et la coopération entre les associations. Alors, on a la chance, en plus, dans ce collectif, de bénéficier d'un appui intéressant. C'est que France Bénévolat nous a délégué, en quelque sorte, un de ses membres actifs qui participe au collectif. Et c'est intéressant parce que France Bénévolat, j'allais dire, ce sont des professionnels du bénévolat, et, comme son nom l'indique, bien sûr. Et ils sont également très actifs. Alors, les objectifs sont particulièrement intéressants. Il s'agit de développer le sentiment d'utilité des bénévoles, favoriser l'épanouissement, rappeler et promouvoir les valeurs du bénévolat et définir les limites du bénévolat. Donc là, si vous voulez, il y a des pistes de réflexion extrêmement intéressantes. Développer la reconnaissance du bénévolat. Là, il faut trouver des formes adaptées. Hein. Valoriser l'investissement. Accompagner les bénévoles dans la prise de responsabilité. Rappeler leurs droits et devoirs. Parce que, comme nous disait France Bénévolat, un bénévole a une mission. Donc, il faut qu'il accomplisse cette mission. Il faut aussi l'encadrer. Alors qu'il peut côtoyer des professionnels qui, eux, c'est différent. Ils ont un contrat de travail. Ce n'est pas du tout la même chose. Puis en fait, il faut définir les limites du bénévolat, parce que le bénévolat, le bénévole, il a ses limites et il faut que les choses soient claires. C'est un engagement réciproque à mettre en place. Alors le deuxième axe, c'est la gestion des ressources. Alors ça fait un peu gestion ressources humaines, hein, mais enfin, les bénévoles sont des hommes, hein, et les associations vivent avec des hommes et des bénévoles, des hommes et des femmes aussi. Hein. Et il est important de recenser et de renforcer les compétences des bénévoles et des dirigeants. Ce qui a été dit notamment, c'est qu'il fallait favoriser le savoir accueillir des bénévoles. Ça, c'est quelque chose de... Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a eu pas mal de réflexions. Vous savez je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais quelquefois les bénévoles arrivent, ils sont pleins de bonne volonté, et ils ne sont pas forcément bien accueillis dans l'association, et c'est regrettable parce qu'ils pourraient rendre des services. Donc il y a certainement un travail à faire là-dessus. Et puis aussi un sujet assez sensible, hein, c'est favoriser le renouvellement dans les associations, et notamment le renouvellement de l'encadrement. Alors ça, France Bénévolat, ils ont des outils pour ça. Enfin, il y a des choses intéressantes à considérer, à mettre en œuvre, et puis donner envie de faire du bénévolat. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion. Troisième axe, la coopération entre les associations. Alors ça aussi, c'est un vrai chantier. Hein. Bon, ça se fait déjà un petit peu, hein, au travers du Téléthon notamment, hein, concrètement, hein, tous les ans. Mais là, ça mérite d'ailleurs d'être consolidé. Il s'agit donc de développer les coopérations entre les associations et de définir les différentes formes de coopération sous forme de mutualisation, de projets en commun. Donc voilà, mettre en place, il faut d'abord déjà recenser ce qui est réussi avec des témoignages, d'un répertoire, et puis favoriser la mise en commun de matériel. Voilà pour l'axe 3 du collectif Vie associative. Et le dernier collectif, il s'agit du collectif Handicap. Alors, le collectif Handicap... Attendez, excusez-moi, parce que je suis en train de chercher une feuille. Il y a 5 thématiques, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Donc, première thématique, la connaissance du handicap. Bon, je dirais malheureusement, c'est quelque chose d'assez classique. Il est nécessaire, bien sûr, de changer l'image du handicap, lutter contre la discrimination, sensibiliser sur la différence. Bon, ce collectif, et là aussi, c'est un collectif très ancien, qui est très vivant, qui a d'ailleurs mis en place des actions concrètes comme l'autonomie, et font partie de ce collectif des associations comme Surdi 49, la PMH. Donc là, vraiment, c'est un collectif qui est bien nourri, je dirais, notamment par les associations et par des habitants aussi qui sont présents, notamment Evelyne Billot, entre autres d'ailleurs, qui est mon prédécesseur, et d'autres personnes. Donc voilà, ce qui existe, il y a déjà été des actions de sensibilisation dans les écoles. Et vous voyez qu'il y a toute une série d'actions à mettre en place. Bon, il faut hiérarchiser un peu ça et voir ce qui peut être fait encore davantage pour permettre une meilleure connaissance du handicap et dédramatiser, je dirais, d'une certaine manière, comme savent très bien le faire avec humour, d'ailleurs, les personnes handicapées qui font partie de ce collectif. Je ne sais pas si vous connaissez notamment la présidente de Poinillet, Carole. Elle a beaucoup d'humour dans son expression. Axe 2, l'accessibilité. Bon, là, c'est pareil, c'est un thème récurrent. On y travaille au niveau de la commission accessibilité. Donc, je crois qu'on peut faire... Bon, ils ont exprimé des besoins. Il faudrait effectivement recenser notamment les professionnels du département qui sont compétents pour l'adaptabilité des logements. Il semble qu'il y ait des difficultés à ce niveau-là. On voit qu'il y a une volonté de communiquer, de sensibiliser pour en faire connaître la réalité du handicap, parce que c'est vrai que les personnes en situation de handicap ne cessent de nous dire qu'ils achoppent sur des problèmes concrets au quotidien, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis des années, il faut bien le reconnaître. Axe 3, la mobilité, là en fait, ça revient un petit peu au collectif des aînés, mais là c'est peut-être... développer le transport solidaire, mais accessible aux personnes handicapées, à mobilité réduite. Il faudra peut-être d'ailleurs envisager l'adaptation du minibus pour le transport solidaire, parce qu'aujourd'hui, il ne permet pas effectivement de prendre en charge des personnes à mobilité réduite. Donc autrement, vous voyez, il y a un certain nombre de propositions assez intéressantes qui ont été faites. Axe 4. Accompagnement. Alors là, ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur les aînés. Là, c'est pareil, ça se recoupe un petit peu avec le collectif des aînés. Mais là, c'est vrai qu'il y a une spécificité, c'est accompagner les personnes handicapées vieillissantes. Bon, là aussi, avec le CLIC, il y a un travail de fond à conduire. Comme je vous le disais, avec le CLIC, on a de la matière, si je puis dire, et on se connaît bien, et donc on peut travailler ensemble. Accompagner les aidants, donc l'idée c'est créer un groupe de parole, je crois que c'est important pour les personnes qui sont confrontées à ce type de situation. Axe 5, la communication, qu'on retrouve là aussi. Il s'agit de proposer des supports de communication adaptés à tous. Alors là, effectivement, il y a encore une attente, et la proposition qui est faite, c'est de développer une coopération entre le collectif handicap et le service communication de la ville pour adapter les supports. Voilà. Autrement, alors ce que dit le collectif handicap, c'est qu'il le regrette vraiment, c'est qu'il y a manifestement des personnes en situation de handicap qui restent isolées et qui ne connaissent pas et qui ne viennent pas vers les associations existantes. Donc il y a certainement un effort de communication. Alors on parle de radio locale, organiser des animations, pour que les personnes en situation de handicap connaissent mieux donc tout ce qui se fait déjà, parce qu'il y a quand même pas mal d'actions et des personnes, des responsables très actives dans le domaine du handicap. Donc voilà, et on va retrouver donc les thématiques transversales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors donc je conclus cette présentation en vous disant que le projet tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, qui est quasiment finalisé, il y a une mise en forme à faire par le directeur qui fera ça, très bien. Tout cela a été validé donc par le comité de pilotage d'une part, par le conseil d'administration du village Pirabi le 15 mai dernier, présidé par le maire, et une fois mise en forme et rédigée, bien sûr, nous le transmettrons à la CAF à la date convenue, à savoir à la mi-juin. Et enfin, je peux vous dire que dans son ensemble,
La démarche et le projet de renouvellement du centre social seront présentés dans le prochain bulletin municipal de juillet-août. Donc vous en saurez au moins autant qu'aujourd'hui en lisant le bulletin municipal. Ceci dit, bon, si on pourra vous donner plus de précisions si vous le souhaitez. Je voulais vous dire aussi que vous l'avez bien compris, que rien n'est gravé dans le marbre, hein, parce que c'est une démarche. Vous avez bien vu que les actions sont des pistes de réflexion et que c'est une démarche sur 4 ans. Alors vous imaginez bien que sur les 4 ans, le projet pourra évoluer en fonction des besoins et on fera évidemment au mieux les besoins prioritaires. Donc voilà, monsieur le maire, voilà, mesdames et messieurs. Bien, merci monsieur Martin de cette présentation. Ce fut un petit peu long, mais je pense que c'était d'importance. Est-ce qu'il y a des commentaires? Monsieur Daniel. Non, pardon. Alors déjà, merci pour la présentation, puisque effectivement, j'étais allé à la réunion publique sur le sujet et j'avais trouvé que c'était intéressant qu'on soit tous informés en tant que conseillers municipaux. On a une petite proposition à faire, puisque vous dites que ce n'est pas gravé dans le marbre. Je vois que dans le comité de pilotage, il n'y a pas d'élus de minorités. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'intégrer un membre de chaque équipe minoritaire, si mes collègues ici présents sont d'accord? Parce que ça pourrait être intéressant qu'on puisse y être, puisqu'on est au conseil d'administration, certes, mais d'être aussi au comité de pilotage, ça pourrait être aussi intéressant pour participer aux échanges, puisque la CAF est présente, et puis il y a d'autres membres qui sont présents. Donc ça pourrait être intéressant qu'on puisse avoir un membre de chaque équipe ici présente, de minorité. Monsieur Martin ou moi? Moi ou monsieur Martin? Pourquoi pas? C'est pas un problème. Par contre, le comité de pilotage, dans son organisation, c'est la gestion des groupes, la gestion de la récupération des différentes données. Est-ce que c'est le comité de pilotage qui décide de tout? Pas sûr, il y a quand même la réaction des collectifs. Monsieur Martin. Oui, moi je pense que la réflexion est intéressante, la proposition est intéressante, elle mérite d'être étudiée parce que, de toute façon, au conseil d'administration, il y a un membre de la minorité, bien sûr, qui est présent. Moi, je n'y vois pas un inconvénient. Hein. Personnellement, il faut voir quelle valeur ajoutée ça peut apporter, parce que le comité de pilotage, voilà, c'est pas lui qui construit le projet en soi. Hein. Il ne fait que valider. Les collectifs sont ouverts à tout le monde. Écoutez, moi, je vais en discuter. On en discutera ensemble, si vous voulez. J'en discuterai avec le directeur. On verra, quelle valeur ajoutée ça apportera. Il n'y avait pas d'intention particulière, ça venait plutôt de la gestion de la maîtrise du projet par le directeur du village Pierre Rabhi. C'était dans ce sens-là. Donc à partir de ça, à voir un peu comment ça s'articule et est-ce que c'est une nécessité, hein, est-ce que ça vaut le coup que vous puissiez intervenir à ce niveau-là. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est d'avoir dans l'ensemble un regard croisé, parce qu'on s'est aperçu à travers ce projet de centre social que ça a des retombées dans tous les domaines. On a entendu beaucoup parler de communication, d'éducation, de sport, de bénévolat, de culture, d'aménagement. Donc ça a forcément des incidences sur les autres commissions. Donc là aussi, ça peut être une base de réflexion qui peut servir aux autres commissions et donc de l'émanation de la réflexion des collectifs, donc des usagers et des bartholoméens, et il y a bien quelque chose qui est à prendre en compte. Donc là, c'est une nécessité pour moi, hein, qu'il y ait un regard croisé et que l'on se mette en phase, hein, qu'il y ait vraiment une transversalité interservice. Voilà ce que je voulais dire.